Christopher Wesberg, vous venez d'entendre Marine Le Pen qui dit qu'on n'a pas pu débattre finalement dans cet hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez ce soir? Est-ce que finalement le péché originel, c'est pas d'avoir choisi ce projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a des délais contraints et ne permet pas d'avoir tout le temps pour débattre d'une réforme importante comme celle des retraites? On a eu 2 semaines de cirque dans l'hémicycle. Une semaine en commission qui était déjà assez consternante et 2 semaines de cirque. Et très honnêtement, je pense que quand on termine l'examen de ce projet de loi par des chants factieux sur les gilets jaunes, je pense que les gens étaient quand même assez consternés. Chant factieux, la première minute de jeu? Ah bah moi, chant factieux. Moi je trouve que vous êtes factieux. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et d'ailleurs, vous connaissez la définition de factieux ou pas? Ah bah ouais, je connais la définition de factieux. Et donc quelle est-elle? La définition de factieux, c'est des gens qui sont contre la démocratie, en fait. Et je pense que c'est exactement votre problème. D'ailleurs, il y a eu... Ça commence bien. Dans l'histoire politique... Les Gilets jaunes étaient contre la démocratie. C'est pour ça que vous avez fait un grand débat, c'est ça? Alors attendez, finissez. Allez-y, Christopher Wesberg, je vous donne la parole juste après, Hugo Bernalicis, sinon on va passer un temps. C'est pas fait. Même dans votre camp, les gens étaient, je pense, extrêmement consternés. D'accord. Il y a eu plein d'événements pendant ces semaines de débats. On va parler du privé, effectivement. Il y a quand même eu cet acte assez violent de mettre la tête d'un ministre sur un ballon de foot, c'est soldé par ce que vous avez vécu. Et encore une fois, pour vous, tout ça est très actif. Vous avez affaibli la démocratie. Et moi, j'ai parlé à des gens qui sont communistes, à des parlementaires qui sont là depuis des années et qui sont extrêmement abasourdis par le niveau dans lequel vous avez rabaissé la démocratie après ces semaines de débat. Alors, Hugo Bernalicis, si vous pouvez répondre à Christopher Wesberg, est-ce qu'effectivement vous avez eu un comportement anti-républicain dans l'enceinte de l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Non, on a défendu nos amendements, c'est ce qu'on a fait pendant 15 jours, et d'ailleurs on nous le reproche en fait, en réalité. On nous dit qu'on a fait de l'obstruction. Alors, de l'obstruction c'est un peu compliqué parce qu'en fait on n'a jamais autant parlé que pendant ces 15 jours, nous en tout cas ce qui nous concerne. Donc on ne peut pas nous reprocher d'avoir débattu puisque c'est ce qu'on a fait. On a exposé nos arguments. J'entendais Marine Le Pen qui expliquait qu'on n'avait pas parlé du report de 2 ans de l'âge. On a parlé que de ça d'ailleurs pendant les 15 jours. Pas cet après-midi. Alors pas cet après-midi, ça a été une exception. 5 heures de tunnel insoumis, c'est plus un débat. Non, parce que oui, effectivement, cet après-midi. Alors c'est vrai qu'on vous a entendu pendant. C'est important les recettes parce que c'est le conditionnement. Plusieurs heures d'affilée, Hugo Bernalicis, sans que le gouvernement puisse répondre. Mais moi, j'aime nous entendre plusieurs heures d'affilée. Voilà, mais est-ce que vous n'avez pas monopolisé le débat finalement? Monopoliser peut-être, sans doute. Refuser le débat, pas vraiment, puisque refuser le débat, ça aurait été de fuir l'hémicycle, avec des amendements qui étaient quand même très répétitifs, avouez-le. Répétitifs, oui, mais pas farfelus. Non, mais j'ai pas dit ça. Moi, je le dis parce que j'ai entendu les uns les autres expliquer que c'était de l'obstruction, qu'on racontait n'importe quoi, etc. Non, taxer les super profits, c'est pas farfelu, c'est essentiel. Mais c'était quand même de l'obstruction et même Jean-Luc Mélenchon l'a revendiqué. Écoutez, moi, je trouve qu'on a fait beaucoup moins d'obstruction qu'il y a 3 ans contre la réforme des retraites à point. On avait dit qu'on mettait beaucoup d'amendements pour pouvoir rester maître du temps, ce que nous avons été globalement, même s'il y a eu quelques incartades de la majorité pour faire des coups montés, très clairement. Vous avez à chaque fois qu'il y a Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, présidé, incident. Voilà, c'était automatique, prévu à chaque fois, sur pièce. Mais d'où venait l'incident ? Comment ? D'où venait l'incident ? De quel banc ? Des bancs de la majorité, parce qu'il crée le tumulte. Vous savez, il y avait Nadia Haye qui était là la dernière fois sur votre plateau. Je lui ai dit, mais c'est vous qui avez créé la provocation avec Thomas Porte. Il n'a même pas encore ouvert la bouche, que tout le monde a crié, a hué, etc. Il avait rien dit, il n'a même pas parlé de son tweet. Alors, Elle l'a reconnu sur ce plateau. Est-ce que vous avez le sentiment que le débat a été confisqué ici à l'Assemblée nationale sur cette réforme des retraites ? À la fois par les macronistes et par les insoumis. D'abord les macronistes qui ont choisi le véhicule législatif du 47.1 qui de façon contraignait le débat et qui, on connaît la façon de faire des insoumis. On savait très bien qu'ils allaient bloquer le débat pendant 15 jours. Et aujourd'hui, le tunnel d'amendements pendant 5 heures porté par les insoumis sur le même sujet, on a parlé de tout sauf de la réforme des retraites, Hugo Bernalicis. Ça a bloqué le débat. Donc en fait, il y a deux responsables à ce blocage du débat. Et je le dis d'autant plus facilement que moi, je suis un opposant à la réforme des retraites. Au sein de mon groupe, j'étais minoritaire sur ce sujet-là. Et je regrette vraiment qu'on n'ait pas pu avoir ce débat, qu'on n'ait pas pu aller à minima au vote de l'article 7. Je ne demande même pas ce qu'on a eu au vote de la réforme, mais à minima au vote de l'article 7. Et vous auriez voté contre ? Moi, j'aurais voté contre sans aucun état, mais je l'ai dit partout, personne n'en doute ici. Mais qu'on puisse au moins aller là-dessus pour pouvoir se compter et que les Français puissent voir en conscience ce qu'avait fait chacun de ces parlementaires. Alors, Laurent Jacobelli, vous nous avez rejoint sur ce plateau, député Rassemblement National de la Moselle. Je vais juste donner la parole à Bertrand Pancher et je vous reviens vers vous dans un tout petit instant. Bertrand Pancher qui est président du groupe LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, et qui est à votre micro, Marion Becker.
Effectivement, Brigitte. Alors, Bertrand Pancher, au soir de cette fin des débats sur la réforme des retraites, quel bilan vous tirez de ces débats ? Un des plus tristes épisodes de notre République. Une démocratie bâclée, des débats qui ne sont pas arrivés à leur terme, et finalement 3 blocs à l'Assemblée nationale, des mêmes faces, d'un même populisme. Cette majorité qui avance sans concerter, la France insoumise qui réagit à un tweet d'Emmanuel Macron, et l'extrême droite qui n'a aucune proposition, sauf relancer la natalité, quelle farce, et qui dépose cette motion de censure. Je pense que les grands perdants sont nos concitoyens complètement désabusés, qui ne croient de moins en moins en l'avenir de notre pays. Vous estimez ces 3 forces politiques responsables de l'obstruction qui s'est tenue dans l'hémicycle ? Oui, évidemment. La majorité n'avait pas envie d'avancer, n'avait pas envie d'être mise en minorité ici au Parlement. La France insoumise avec ses milliers d'amendements, et puis l'extrême droite n'ayant aucune idée et arrivant en disant on lance une motion de censure qui n'avait aucune chance d'être adoptée. Et en fait, ce sont nos concitoyens qui sont les grands perdants de l'ensemble de ces débats. Je pense à ces concitoyens qui ont peur, qui ne comprennent rien et qui vont sortir encore plus désabusés par cette réforme telle qu'elle est présentée au Parlement. J'ai demandé à la Première ministre de retirer ce texte de loi. Merci à vous. Merci à Bertrand Pancher. Laurent Jacobelli, vous avez entendu la Première ministre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui répondait à Marine Le Pen. Elle a dénoncé un coup tactique et l'opportunisme du RN alors que vous avez été silencieux pendant cette dizaine de séances à l'Assemblée nationale. Oui, c'est totalement faux évidemment, mais je pense que nous avons essayé de jouer avec les outils que nous offrait la Constitution pour contourner l'obstacle posé par le président de la République et son gouvernement, c'est-à-dire de devoir débattre d'un sujet essentiel, c'est-à-dire de la casse sociale du système de retraite dont les Français sont si fiers en 15 jours seulement. Eh bien, pour contourner ça, tout d'abord, nous avons commencé par faire une motion référendaire, c'est-à-dire donner le pouvoir au peuple et que les Français puissent décider, oui ou non, pour la réforme des retraites. Et puis là, on a eu une espèce de mur de refus, des oppositions en carton qui, plutôt que de voter avec nous, ont préféré filer, se carapater, se cacher, que de voter. Je pense là notamment à la France insoumise. Et ensuite, nous avons proposé des amendements. Mais vous savez que comme nous étions dans cette procédure spéciale, tous nos amendements de fond ont été rejetés pour des raisons financières. D'irrecevabilité. Et oui, bien sûr, parce qu'ils créaient des charges. La retraite, et je termine, monsieur Bernalicis. La retraite à 60 ans et 40 annuités pour les moins de 20, ceux qui ont commencé de travailler avant 20 ans, et puis à 62 ans et 42 annuités après, oui, forcément, il y a des charges. Et donc, ce système-là n'a pas permis de proposer ces amendements. Et enfin, nous avons joué avec le dernier outil constitutionnel qui est à notre disposition, parce que nous ne voulons vraiment pas, nous, de cette réforme des retraites. C'est la motion de censure que nous avons proposée ce soir. Et patatras, une fois encore, les fausses oppositions se sont écartées du vote, c'est-à-dire qu'elles ont donné le champ libre à Emmanuel Macron. Mais vous saviez très bien que de toute façon, on ne vote jamais vos motions de censure. Vous y attendiez quand même. On se doutait bien qu'ils étaient sectaires, on en avait déjà eu des indices, mais on aurait pu croire qu'ils voudraient privilégier l'intérêt des Français d'abord. Non, ils ont privilégié leur petit ego, leur petite carrière, leur petit parti politique. C'est leur problème, ils en répondront devant les Français. Alors Hugo Bernalicis, vous avez défendu votre petite boutique finalement, c'est ce que dit Laurent Jacobelli. Je ne suis pas le seul, il n'y a personne qui a voté leur motion de censure. Personne, dans les oppositions, y compris les LR ne Pourtant vous êtes bien opposé à cette réforme, alors pourquoi ne pas vous joindre au Rassemblement National ? Alors attendez, je crois qu'on a déposé un paquet de motions de censure sur le projet de loi de finances cette année. D'ailleurs, on a continué d'en déposer à chaque 49.3, là où le Rassemblement National a finalement été disparu en race campagne. Non, on était là, rassurez-vous, plus nombreux que vous, en pourcentage d'ailleurs. Oui, non, mais c'est une vaste blague. Concentré. Mais je reste tout à fait concentré, monsieur Jacobelli. C'est juste que c'est une vaste blague. La vérité, c'est qu'on a vu pendant ce PLFR les rapports de force et le fait que les Républicains ne voteraient pas les motions de censure. Et donc, elles ne pouvaient pas aboutir, ne pas être gagnantes. Mais il y a une différence entre une motion de censure que vous faites par mesure de représailles vis-à-vis d'un 49.3, parce que c'est le seul moyen de bloquer un 49.3 dans la Constitution. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul. Pas d'autre solution que de faire une motion de censure comme ça au milieu de nulle part, alors que vous pouvez voter contre le texte, voter contre les amendements, avoir d'autres méthodes. Non, je constate juste que l'obstruction a permis qu'on ne puisse pas voter ce soir. Vous avez aidé Emmanuel Macron. Oui, c'est quand même très grave. Non, mais en fait, je vais vous expliquer un truc. C'est que l'essentiel Donnez-moi des leçons, je suis friand. Mais j'y viens. Ah oui.
pour mettre en échec cette réforme, le meilleur moyen, c'est encore de faire la grève à partir du 7 mars. La révolution, en fait, vous ne croyez pas à la démocratie. En fait, Vous si vous en fichez de ce qui se passe dans l'hémicycle, vous voulez créer le chaos dans la rue. Parce que vous pensez que la démocratie, c'est juste vos motions de censure. Non, mais Vous ne c'est ça que croyez vous pas voulez. qu'il y ait une légitimité à l'action populaire. Vous voulez pensez la que les 2 révolution millions- Mais vous n'aimez pas les 2,5 millions de personnes qui sont dans la rue, je le sais bien, vous n'êtes pas du côté du peuple, ça se saurait. Alors, Ils votent pour Christopher, nous, moi, en tout cas, Virginie, ils votent pour nous, là-dessus. rassurez-vous. Est-ce que vous je pense que pensez c'est que, comme ça voilà, qu'il faut une fois harmoniser que le cette texte est réforme. voté, ce qui est le cas aujourd'hui, enfin pas voté, mais une fois que le texte part au Sénat, justement, est-ce que vous pensez que les manifestations vont finir par s'arrêter? Parce que là, on entend blocage du pays, on appelle à descendre dans la rue à partir du 7 mars, avec un arrêt total du pays. Vous pensez que ça va se terminer comment? Je trouve que la réforme démocratique est très claire. On a été élu sur une réforme de façon extrêmement claire. Je pense qu'il n'y a jamais eu une réforme des retraites où le président de la République, pendant une élection présidentielle, s'est engagé de façon aussi précise. Il y a eu les Et législatives pareil, depuis, vous il y a l'avez eu- peut-être oublié. Peut-être, mais, attendez, mais je crois que il y a les le opposants présidentiel, sont plus il y a les nombreux que... Voilà. présidentielles, il y a les présidentielles au premier tour. Au deuxième tour, le président change d'ailleurs pour venir à 64. Et il se trouve que c'est une revendication historique des Le problème, sénateurs c'est qu'il a souvent et changé. des LR. Parce qu'il avait dit l'inverse il y a 2 ans, en fait, sur le recul. Que les Donc, le problème, LR, c'est comme il là, change très souvent à ma au président de la droite, République, j'ai on a un membre des vraiment LR beaucoup de qui mal à est pas dans le même groupe que les LR habituels. Je crois qu'on avait Mme Louvagie qui aurait dû venir. Elle aurait eu un autre discours que vous, monsieur. Mais Désolé de vous déranger. Non, aucun problème. 12h35 Mais- Vous êtes le bienvenu, Yann Boucard. Il se trouve, c'est très bien, je suis très content de vous avoir, mais il Moi se aussi. trouve que globalement, on aurait motion de censure, vous auriez voté avec le RN, elle ne serait pas passée parce que les Républicains n'auraient pas voté cette motion de censure. Et au Sénat, je pense qu'on va trouver un accord parce que c'est ce qu'on est en train de voter ici, ce qu'on n'a pas pu voter ici, eh bien les sénateurs essayent de le voter depuis des années. Donc c'est très démocratique, c'est notre légitimité. Après, il y a la légitimité de la rue qui est tout à fait. Mais bien sûr. Mais Ah, moi, ok, j'ai- non, mais- mais moi, vous savez, moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les mouvements C'est pas des sociaux. factieux, ils chantent Ah pas non, des... ça, non. Ils Ah non, chantent pas pas eux. on est là, même si Macron le veut pas. Eh ben, en Pour tout cas, l'honneur moi- des travailleurs, pour moi, un je- monde meilleur. Moi, je Ça se trouve fait que pas à l'Assemblée, par ça contre. se fait pas à On l'Assemblée. respecte Ça les s'est gens jamais qui fait à font. l'Assemblée. Excusez-moi, Ça s'est c'est jamais fait à tellement l'Assemblée. factueux, quelle violence, oulala. Mais les communistes, qui Ouais. eux aussi, Sympa quand on chante la Marseillaise. les communistes, J'aime bien aussi. les communistes, ils ont toujours aussi respecté les mouvements sociaux. Et alors? Et eux, ils n'ont jamais eu le comportement que vous avez eu pendant 2 semaines. Voilà. Alors Yann C'est une autre Boucard, manière de voir les choses. pour C'est une les autre manière de voir la Républicains, démocratie. vous n'êtes pas Vous la rabaissez et les tout à communistes, fait- historiquement, ils ont toujours réussi à savoir ce qui était la Yann Boucard, Moi, vous je n'êtes pas respecte, tout à fait je respecte représentatif tout le de votre groupe, on l'a bien compris. Est-ce que Encore désolé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la majorité du groupe voit cette réforme telle qu'elle s'arrête ici en première lecture? Parce qu'on n'a pas très bien compris, mais Olivier Dussopt a semblé tendre la main aux Républicains tout à l'heure en annonçant un dispositif carrière longue avec 43 ans peut-être de cotisation pour tous ceux qui avaient commencé tôt. D'abord, quelle que soit notre position, on voit que la position des Républicains a permis d'avancer sur les petites retraites, a permis de mettre le doigt sur les carrières longues. Alors le problème de ce qu'a annoncé Olivier Dussopt, c'est que même Olivier Dussopt n'a sans doute pas compris ce qu'il a annoncé ce soir, comme depuis 15 jours. C'est qu'on a un ministre qui a été extrêmement peu clair, et je mets au défi n'importe quel analyste, et peut-être que mon collègue pourra nous répondre, de savoir ce qu'a voulu annoncer ou ce qu'a pensé annoncer Olivier Dussopt ce soir. Mais ce que je note, c'est que sur les carrières longues, on a beaucoup avancé grâce à l'opiniâtreté du groupe Les Républicains, en particulier d'Aurélien Pradier, dont j'ai lu dans toute la presse ce week-end qu'il n'avait absolument aucune chance d'obtenir gain de cause, qu'il fallait qu'il se retire, etc. On voit que le gouvernement a quand même repéré qu'il y avait un souci. Et on a vu ce tableau sortir où en fonction de l'âge, on avait commencé 16, 17, 18, on faisait 43, 44 ans. Enfin, c'était une merveille de technocratie, comme la Macronie les adore. Un truc bureaucratique que personne ne comprend, y compris le ministre du Travail, on l'a bien vu. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, par rapport au Sénat, et moi je fais évidemment pleinement confiance au Sénat, à la majorité des Républicains, mais je trouve très dangereux ce que vous venez de dire. Les représentants du peuple, élus par le peuple, c'est l'Assemblée nationale. Et je ne veux pas croire une seconde que le Sénat pourrait s'entendre totalement avec la majorité présidentielle sans l'Assemblée nationale. Et je mets en garde quelque part certains de mes collègues. Le Sénat ne pourra pas jouer la majorité contre le peuple. Ça serait extrêmement dangereux. Ce sont nous, les représentants des citoyens français. Ils sont les représentants des grands électeurs. Et c'est très bien. Et c'est salutaire qu'il y ait 2 chambres dans notre pays. Mais l'Assemblée nationale ne peut pas et ne doit pas être contournée. Je crois que ça nous amènerait à un problème démocratique majeur. Hugo Bernalici, vous avez entendu la Première ministre tout à l'heure dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Elle a renvoyé finalement la NUP et le Rassemblement national dos à dos en disant que ce sont les 2 visages du populisme.
Ouais, mais pour Elisabeth Borne, en fait, c'est quand ça l'arrange. C'est-à-dire que quand elle a les voix du Rassemblement national pour pouvoir repousser des propositions de la NUP, là, ça lui pose pas de problème. Et quand les oppositions votent contre leur projet, alors là, attention, on les renvoie dos à dos, etc. Bon, tout ça est assez ridicule. On a vu un arc de force, d'ailleurs, assez intéressant sur ce qui s'est passé hier soir, quand on a débattu, parce qu'on a débattu de la question des femmes, contrairement à ce qu'a dit Marine Le Pen tout à l'heure aux 4 colonnes. Et voilà, on a vu qu'il y avait ceux qui défendaient le fait que les femmes puissent s'exprimer normalement dans l'hémicycle et qu'on puisse en tenir compte et que les femmes ne soient pas juste réduites à leur système reproductif. Et on a vu des oppositions de droite et la majorité macroniste se solidifier et se serrer les coudes là-dessus. Bon, voilà, c'était déplorable. J'ai trouvé ça extrêmement violent hier soir dans l'hémicycle, pour le coup, là, envers les femmes et notamment envers Sandrine Rousseau. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec elle, elle ne mérite pas un lynchage comme ça a été fait hier dans l'hémicycle. Donc vraiment, nous mettre dos à dos, c'est quand même assez étonnant, parce que je pense que le gouvernement a bien remarqué que nous n'avons pas voté la motion de censure du Rassemblement national. Donc il faut savoir, voilà, on ne peut pas changer de discours tous les 4 matins. Il y a un problème de cohérence dans ce gouvernement, et en même temps c'est normal. Ils n'ont pas de majorité, ou dit autrement, ils n'ont qu'une majorité relative, donc ils sont obligés de composer en permanence. Et je peux vous dire que ils sont pas au bout de leur peine, parce que quand je vois comment les choses se trament sur la loi asile-immigration, vous allez voir que ça va être à géométrie variable. Hein. Alors sur ces amendements, vous avez déposé de très nombreux amendements qui ont bloqué un peu les débats, puisqu'on n'a pas pu arriver à l'article 7. Laurent Jacobelli, est-ce que vous avez l'impression que le débat vous a été confisqué? Est-ce que ça a servi vraiment à rien, tous ces amendements? Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un débat de fond sur 2 visions, 2 philosophies de cette réforme des retraites? Non, je crois pas. Je crois qu'il n'y a pas eu vraiment de débat de fond. Il y a eu beaucoup de hurlements, beaucoup de menaces, beaucoup de violence. Il y a même un député qui a dit la rue va venir s'occuper de vous. Un député évidemment de la NUPES. Donc je crois que la NUPES n'a pas apporté grand-chose au débat, mais ce débat lui-même pose question d'ailleurs. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi ça? Pourquoi au moment où les Français vivent une inflation qu'on n'avait pas connue depuis longtemps, où le prix de l'électricité vient d'augmenter de 15%, les péages de 5%, où le chômage, contrairement à ce que nous dit le gouvernement, reste trop haut, notamment pour les seniors, pourquoi au moment où les Français souffrent tant, le gouvernement arrive avec un nouveau coup de massue? Et on a ce débat qui, moi, me paraît complètement anachronique et surréaliste. Au moment où les caisses des retraites sont pleines, au moment où peut-être dans 10 ans, il y aura une fois un trou de 15 milliards, pourquoi maintenant on ne règle pas les vraies urgences des Français, dont le pouvoir d'achat baisse, qui vivent dans des conditions difficiles avec une perte des pouvoirs publics, des services publics, la poste, la police, la gare qui ferme. Et plutôt que de s'occuper de ça, ce qui devrait être le rôle d'un gouvernement qui protège, on a un gouvernement qui attaque les retraites. Alors oui, il y a eu une impression bizarre pendant ce débat, d'abord parce qu'il était contraint, mais parce que honnêtement, la NUPES présentait effectivement des tonnes d'amendements, 45 fois le même, détruisant, stérilisant le débat. Une droite LR très mal à l'aise, avec 2 courants, c'était visible. Un courant gaulliste social, dont on peut se sentir plus proche, qui voulait défendre les acquis sociaux, et puis un autre ultra-libéral prêt à se vendre pour un plat de lentilles à la Macronie. Bref, on a vécu quelque chose de très étrange, complètement en déphasage avec les attentes des Français. C'est ça la conclusion que je tire, et qui est plutôt grave. Christopher Herzberg. Moi, j'ai entendu le mot anachronique. Vous parlez d'anachronique alors que tous les deux, chacun dans votre camp, vous proposez une réforme qui revient à 60 ans. 60 ans, par un hasard incroyable, j'ai vu que moins, mais nous c'est un peu plus tempéré. Oui, c'est un peu plus tempéré. Mais enfin, c'est plutôt 62 ans. Volonté de revenir c'est à un 60 âge pour certains, les plus jeunes, et 62 ans pour ceux qui ont commencé à travailler après 20 ans de manière progressive. Stratégiquement, c'est très clair. Ils veulent montrer qu'ils arrivent à avoir un programme qui ne valide pas juste les acquis déjà prévus. Donc ils veulent quelque chose. Et vous, votre symbole, c'est 60 ans. 60 ans, parce que c'était 80. Mais il se trouve que j'ai vérifié par un de vos collègues qui s'appelle Adrien Clouet, et qui est un garçon remarquable, qui est excellent, et qui nous a envoyé une carte de vœux dans laquelle il est écrit que 60 ans, c'est la revendication historique en 1912. Oui, voilà, 1912. C'est-à-dire que là, on parle d'anachronisme, vous êtes totalement anachronique, c'est retour vers le futur. Et vraiment, c'est quoi? C'est faire souffrir les gens, c'est les faire travailler quand ils sont malades. C'est exceptionnel de se dire qu'on est le pays d'Europe qui parle plus tôt actuellement,
que la moyenne Mais vous européenne c'est savez pourquoi 64 ans Mais vous et que savez vous voulez pourquoi aller jusqu'à 60 ans. Et ça, Excusez-moi, c'est la Christopher double peine Westberg. pour les Français. obligatoire. Christopher Ça Westberg. s'est renforcé depuis que vous êtes là. Donc, D'ailleurs, il y a un moment, quand on paye beaucoup, il faut qu'il y ait des avantages. On a eu 2 jours de débat sur des amendements pour augmenter et trouver Mais toutes les Christopher sources Westberg, possibles est-ce pour que vous augmenter les reconnaissez quand même impôts. que vous avez eu du mal à expliquer cette réforme, que vous avez eu du mal à expliquer qui allait véritablement toucher la retraite à 1 200 €, qui était vraiment concerné par les carrières longues et combien d'années il devrait cotiser? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de communication quand même dès le départ sur cette réforme? Moi, la réforme que j'apprécie encore plus, c'était la réforme de 2017. Il se trouve que vous la combattiez déjà. Et que, comme vous l'avez dit, déjà, vous aviez eu des Non, mais là, la réforme de, Déjà, vous 2020, étiez- la déjà, réforme vous de étiez 2023. contre. Là, cette fois-ci, elle a moins d'ambition, cette réforme-là. Elle a beaucoup moins d'ambition. Elle cherche à essayer de conserver un système auquel on est tous attachés autour de la table. Parce que je pense qu'on peut au moins se dire, vous avez essayé de faire de l'intox en disant qu'on était pour la capitalisation, ce qui est totalement délirant. C'était la fois d'avant. Ça, c'était totalement délirant. Ça, c'était il y a 2 ans, mais vous Il n'y avez changé. a jamais eu de capitalisation, il n'y a jamais eu l'idée de faire de la capitalisation. Il ne faut aucune Mais réforme vous des avez fait retraites de la part de l'intox, M. ça, vous avez Macron. fait de Il faut la l'intox pendant une capitalisation et maintenant, il Donc faut on est garder tous le attachés au système et on veut tous le préserver. 4 ans. On veut tous le préserver. Et la réalité, c'est que nous, on est attachés à préserver un système, comme je pense sincèrement les LR qui veulent justement trouver un moyen de renforcer le financement de cette sécurité. Et c'est ça l'ambition de cette réforme. C'est pas une ambition démesurée de transformer complètement un système avec un système un point ou autre. Et donc, forcément, c'est très technique. C'est pas aussi enthousiasmant que que... vous ne pas vous-même. Mais c'est très technique parce que c'est Il paramétrique. suffisait de regarder C'est des Olivier Dussopt paramètres. qui nageait, le pauvre. Il faisait presque pitié, il était au bout Alors, de je sa vie. propose Il qu'on ne entende comprenait maintenant pas ce qu'il la voix proposait, c'est des grave. écologistes, parce que Sabrina Sebaï est au micro de Marion Becker, députée écologiste, salle des 4 colonnes. Sabrina Sebaï, les débats se sont achevés. En ce moment, le vote de la motion de censure est en train de se tenir, cette motion de censure du Rassemblement national. Quel bilan vous tirez de ces débats sur cette réforme des retraites ? Eh bien, le bilan, bien sûr, c'est qu'on a pu discuter, en tout cas, des propositions que la NUPES avait à proposer sur ce texte de loi. On n'a pas pu avancer aussi rapidement qu'on le souhaitait sur le texte, bien sûr, mais on a bien vu qu'il y avait de l'obstruction, notamment de la part du gouvernement, puisqu'il y a eu plusieurs fois des demandes de scrutin public, des ralentissements, des rappels au règlement qui nous ont empêchés d'avancer dans le débat. Et ce qu'on en retient quand même, c'est que malgré tout, c'est qu'ils ont menti quand même pendant des semaines avec des éléments de langage qu'on a démasqués au fur et à mesure, qu'on déblayait finalement ce texte et qu'on découvrait les mensonges au fur et à mesure, et que surtout la contestation à l'extérieur, elle n'a fait qu'augmenter. Alors, vous parlez d'obstruction. L'un de vos alliés, la France Insoumise, est également accusé d'obstruction quand vous avez retiré des amendements pour essayer d'aller jusqu'à l'article 7. Vous le regrettez. Vous regrettez cette tactique menée par la France Insoumise? En fait, nous, ce qu'on regrette surtout, c'est que dès le départ, le débat sur ce texte était biaisé. Il était biaisé parce que le choix du véhicule législatif par la majorité présidentielle faisait que nous n'avions que 10 jours pour débattre de ce texte. Depuis le départ, la NUPES est constante. On demande l'ouverture de plages le week-end, on demande à pouvoir débattre plus longtemps de ce texte, et c'est pour ça qu'on avait déposé autant d'amendements, c'est parce qu'on voulait justement avoir l'occasion de défendre chaque partie de ce texte. On a beaucoup cristallisé sur l'article 7, mais en réalité, il y a d'autres articles qui sont extrêmement importants dans ce texte, et c'était l'occasion pour nous d'en débattre. Alors bien sûr, on aurait préféré qu'on aille plus vite dans le déroulement du texte, qu'on supprime peut-être plus d'amendements plus rapidement, mais la réalité, c'est que dès le départ, on savait qu'on n'irait pas jusqu'à l'article 7. Merci à vous, merci Sabrina Sebaï. Je vous en prie. Merci Marion Becker. On va retrouver Elsa Mondagava maintenant qui se trouve également en salle des 4 colonnes. Elsa, les députés sont en train de voter. C'est bientôt terminé d'ailleurs. Hein. Oui, ils ont encore 2 minutes. Il y a 30 minutes pour le vote sur cette motion de censure. Je vous rappelle, il n'y a que les députés qui sont en faveur de cette motion de censure qui la votent. Et autant s'il y a eu du suspense pendant ces 2 semaines de débat, là sur la motion de censure, il n'y en a pas. Elle ne sera pas adoptée puisque seuls les élus du Rassemblement national vont la voter. On va avoir les résultats d'ici 1 minute. Et ça clôt cette séquence, ces 2 semaines sur la réforme des retraites ici à l'Assemblée nationale. L'examen au Sénat commence dans les derniers jours de février en commission, le 2 mars en séance. Et il y a une commission mixte paritaire, si elle aura lieu autour du 13 ou du 14 mars. Donc encore le mois prochain.
Revenons à présent sur l'obstruction qui a été dénoncée par beaucoup de bancs à l'Assemblée nationale. Vous étiez mis d'accord avec l'ensemble de vos alliés de la NUP pour retirer vos amendements. Les communistes l'ont fait, les écologistes, les socialistes, et vous avez refusé de retirer ces amendements. Si, est-ce que vous n'avez pas pris en otage vos alliés de la NUP? Non, on a pris en otage personne. Je pense que ces termes sont à bannir dans ce genre de propos politiques, parce que les prises d'otages, c'est un peu autre chose, à mon avis. Non, on a pris en otage personne. On a cherché à avoir un débat approfondi, notamment sur la question des recettes, parce que je vous rappelle que le sous-jacent... Sauf que c'était pas vraiment le deal conclu avec l'ensemble de la gauche. Je crois, et vous c'est ce qu'ils nous ont tous dit, notre micro. Très bien. En fait, chacun a son groupe. C'est peut-être pour une raison, sinon on serait tous dans le même groupe si on était tous d'accord. Donc chacun a sa manière de voir la bataille parlementaire. Mais il y a des points communs qui sont extrêmement forts. Le refus de la procédure du 47.1, la demande de plus de débats, et le fait qu'on soit tous opposés à cette réforme et qu'on est tous sur la ligne de l'intersyndicale d'ailleurs, qui est le retrait de cette réforme pure et simple. L'intersyndicale qui vous demandait d'aller à l'article 7 quand même. Ouais, alors pas tous dans l'intersyndicale aussi, mais bon, ça c'est aussi des débats de syndicalistes. C'est pas évident la lutte, mais ça vous connaissez pas. Donc je reviens au sujet de... Vous n'avez aucun regret sur l'article 7? Absolument aucun. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est que le fondement de cette réforme, c'est pour ça qu'on a passé autant de temps sur les recettes, c'est que le point de départ, c'est qu'on veut diminuer les impôts de production dans ce pays. Ça a été assumé par Bruno Le Maire pendant le projet de loi de finances, récupérer autour de 15 à 20 milliards d'euros pour pouvoir supprimer la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, pour toujours la stratégie du ruissellement. On donne aux entreprises en espérant qu'elles créent de l'emploi et que tout ça va mécaniquement améliorer la situation. Moins elles en créent. Et vous allez voir, vous allez découvrir quelque chose, cher monsieur, c'est qu'avec la grève, quand les gens s'arrêtent de travailler, on ne produit plus de richesse dans le pays. Donc c'est pas juste les entreprises, ça s'appelle les travailleurs qui créent la richesse. Si vous n'avez pas les travailleurs pour créer la richesse, vous avez beau avoir le plus beau patron du monde, le plus gros capital du monde, s'il n'y a personne pour en faire quelque chose, ça marche pas. Donc il faudra vous en souvenir, et vous en souviendrez sans doute à partir du 7 mars, j'en suis sûr. Et ce problème de financement fait que quand vous diminuez mécaniquement le volume de ce que vous donnez pour les retraités, que vous abaissez le niveau des pensions, que c'est plus compliqué de vivre avec sa pension de retraite, en fait, les gens se tournent mécaniquement vers la capitalisation. Ça a été démontré économiquement depuis des années, et c'est parce que l'énorme parc représente entre 340 et 380 milliards d'euros. Hugo Bernalicis, je vous coupe parce que la présidente de l'Assemblée nationale va annoncer le résultat du scrutin. La séance vient de reprendre ici à l'Assemblée nationale et elle vient de s'asseoir au perchoir. Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Donc la séance est reprise. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 287. Pour l'adoption, 89. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Prochaine séance, lundi 27 février à 16h. 2 débats en salle Lamartine, un sur la réforme des retraites et la pénibilité, l'autre sur la protection sociale dans la fonction publique. La séance est levée. Voilà, séance levée ici à l'Assemblée nationale qui clôt définitivement cette première lecture sur les retraites après une motion de censure rejetée puisqu'elle n'a pas obtenu la majorité absolue nécessaire, c'est-à-dire les 289 voix. C'est vous qui avez déposé le Rassemblement national cette motion de censure. Vous êtes déçu ce soir ? Oui, bien sûr, déçu par le sectarisme de certaines oppositions qui préfèrent laisser passer cette triste réforme des retraites plutôt que de voter unis tous contre ce projet néfaste. Est-ce que ça donne pas le point finalement au gouvernement qui voit qu'il y a un vote finalement qui contre cette réforme qui n'obtient pas de majorité ? Je ne le crois pas. Je crois que le gouvernement se frotte les mains évidemment d'avoir des oppositions aussi stériles ou aussi dociles que peuvent l'être certains LR ou la NUPES. Je crois que malheureusement c'est une mauvaise nouvelle pour tous les Français. 9 actifs sur 10 ne veulent pas de cette réforme, 7 Français sur 10 n'en veulent pas. Eh bien, à l'Assemblée nationale, nous avons notre conscience pour nous, nous avons tout essayé pour que cette réforme ne passe pas. Certains ont tout fait pour qu'on n'arrive pas au vote et donc faire passer la réforme en espérant créer demain le chaos dans la rue, peut-être en espérant une révolution imaginaire. D'autres, évidemment, ont laissé faire, ont laissé tirer les balles en se réjouissant et c'est le gouvernement. Tout cela n'est pas très responsable. Je crois que malheureusement, cette réforme inutile, inhumaine, injuste, elle a un papa et une maman. Le papa, c'est Emmanuel Macron, la maman, c'est la NUPES. Hugo Bernalicis, vous êtes complice finalement de. Non, mais vous êtes complice finalement de tout ça, de cette réforme qui continue son chemin au Sénat.
La vérité, c'est que ce texte n'a pas été adopté. C'est un coup de force qui continue de la part du gouvernement avec l'usage de l'article 47-1 et le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Et que le coup de force va continuer à travers l'usage du Sénat, une CMP qui sera peut-être conclusive, etc. Et qu'en fait, on voit bien que la seule porte de sortie, c'est la mobilisation populaire, la grève et le blocage qui est annoncé pour le pays le 7 prochain. Blocage qui se débloquera immédiatement avec le retrait de cette réforme. Les choses sont claires. Et pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Parce que le sentiment ultra majoritaire dans le pays, c'est que c'est une opposition à cette réforme des retraites. Vous avez plus de 72, 73, ça monte de sondage en sondage. Plus les macronistes parlent, plus les gens sont contre la réforme. Bon, bah continuez de parler, allez-y, moi ça me va parfaitement bien. Et deuxièmement, vous avez aussi les chiffres qui montent, 60, 61, 62, 63% des gens qui sont favorables à un blocage du pays pour contraindre le gouvernement à retirer cette réforme qui n'est pas majoritaire parce qu'Emmanuel Macron, il n'a pas fait 60% au premier tour.